semaine, un plaisir de vous retrouver toujours en pleine forme pour attaquer le week-end. Ce midi, on déjeune dans des couverts en coco avec un contenu riche en tomates. Et justement, Marcel va partager avec nous des recherches scientifiques qui portent sur cette denrée. Et que vous soyez homme ou femme, nous mettons tous des ceintures. À quelle occasion et comment mettre une ceinture? On en parle avec Marcel. Et pour la fin de semaine, on vous propose des astuces jardinage. Miss Touche à tout a appris à jardiner et elle sera notre guide pour entretenir notre espace vert. Bonjour à tous et bienvenue. Art Déco nous amène dans l'univers pittoresque des bols de noix de coco fabriqués à partir de coques jetées 100% écologiques. Ils sont découpés, nettoyés et polis. Le résultat est sublime avec des couverts à la fois beaux, légers, solides et surtout 100% naturels. Et notre guide dans cette aventure, c'est bien Hermone Amengan. Bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux, comme toujours, de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Comment vas-tu? Oui, ça va, la pleine forme. Alors ce midi, on déjeune dans des couverts en coco? Oui, bien sûr. Alors, par le passé, on a déjà déjeuné par ici avec des couverts en bois poli. Mais aujourd'hui, je vous parle de tout autre chose, un concept tout nouveau, un concept tout original, des couverts en coco, sinon des bols en coco. Voici un, par exemple, c'est un verre, vous pouvez vous servir du vin, du bon vin pour finir ce repas. Blanc comme rouge. Blanc comme rouge, pourquoi pas, c'est original. C'est en noix de coco, vous prenez, vous vous servez. Il y a ceci, vous pouvez par exemple servir quoi? De la sauce peut-être, pourquoi pas. Moyen en local, mais on ne sait jamais. Hein. C'est trop petit pour en faire du moyen, surtout pour les amoureux des légumes. Hein. Pour les amoureux des légumes. Il y a ceci aussi, ça peut servir de verre à eau, pourquoi pas. Et il y a ceci, lorsque vous êtes à table, vous avez envie de saupoudrer un peu de grains de sel pour pouvoir relever le goût de votre repas. En tout cas, ça dépend de la quantité de sel. C'est vrai que l'excès de sel nuit, mais parfois on en a besoin quand même pour essayer de relever le goût. Il y a un peu de sel ou des épices. Vous saupoudrez un tout petit peu. En tout cas, le concepteur de tout ceci est là, non, Chérif Dina Kedjou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Dites-nous comment est née l'idée de recycler des noix de coco en bol ou en ustensile de cuisine ou en couvert. Il faut dire que l'idée est née en 2018. Vous savez, Fan Coco, c'est une start-up qui a démarré en 2012 avec les jus de coco. Et au fur et à mesure que nous évoluons, nous avons constaté que cela génère assez de déchets dans la nature, notamment les coques de coco. Donc en 2018, l'idée est née de commencer par transformer les coques en noix de coco. Et on a travaillé l'idée en 2019. On a mis sur le marché les premiers produits issus de la transformation des coques de noix de coco. Donc ce sont des coques que nous récupérons, que nous transformons, que nous valorisons à travers ces différents produits que vous avez, les tasses, les bols, les théières, les bouteilles, ainsi de suite. Mais alors dites-nous, quel est le processus que vous suivez? Le processus, d'abord, c'est après récupération de ces coques de noix de coco, nous essayons d'en faire un produit qu'on peut utiliser au quotidien ou bien un produit décoratif. Et ça passe par d'avoir la créativité parce que chaque noix de coco est unique. Il n'y a pas de deux noix ne se ressemblent jamais. Donc, à chaque noix, un type de fabrication, un type d'innovation. Donc, le travail qu'on peut faire sur une noix donnée, on ne peut pas le faire sur une autre noix. Donc, à chaque noix, le produit qu'on peut en fabriquer, qu'on peut en sortir. Voilà. Donc, c'est la noix qui vous inspire le produit? Oui, la noix nous inspire, mais aussi, ça dépend aussi de ce que veut le partenaire, de ce que veut le client. En clair, est-ce qu'il y a toute une ingénierie derrière? Oui, je dirais qu'il y a une ingénierie derrière parce que cela suit un processus bien établi. Il y a d'abord l'identification de la noix de coco. Il y a le travail qui doit se faire selon la commande du client.
on essaie de voir comment est-ce qu'il faut découper la découpe de la noix. On essaie de voir quelle touche d'innovation on peut apporter à ce que veut le client. Et après, ça passe au vernissage, ainsi de suite. Alors, le recyclage, Mylène, tu l'auras donc compris, le recyclage des noix de coco, sinon des coques de noix de coco, voilà un chef-d'œuvre assez à la fois écologique et artistique. Est-ce que cela a du succès? Cela a du succès, je dirais que en 2019, on a lancé les produits et déjà en 2020, nous avons déjà travaillé plus d'une tonne de coques de noix de coco. On est déjà vers les 2 tonnes. Cette année, on veut bien aller à 3-4 tonnes. Et quel est le nous marché? Vendons au Bénin. Nous avons un site de vente en ligne et partout dans le monde, nous livrons un peu partout en Afrique, nous livrons en Europe aussi. N'est-ce pas? Et justement, est-ce que vous faites des expositions par moment parce que je suppose et j'imagine que beaucoup de Béninois ne sont pas informés que de tels produits sont fabriqués sur place? Oui, beaucoup de Béninois ne sont pas informés et cette année, on avait prévu des expositions et la pandémie a fait que tout a chamboulé. Mais il y a des occasions qu'on va saisir pour sortir nos produits afin que les Béninois... Est-ce qu'il n'y a pas par moment déficit de noix? Non, il n'y a pas de déficit de noix. Malgré la situation actuelle, la pandémie, il n'y a pas de déficit. Vous savez, les noix de coco, même si à un moment donné au Bénin, on en trouve peu, mais de l'autre côté de la frontière, au niveau du Togo, par exemple, on en trouve. Donc, il n'y a pas de déficit de noix. On en trouve suffisamment. On en trouve toujours. Ces bols, par exemple, c'est des bols qui servent beaucoup dans le domaine de la cosmétique. Ah oui. On y met des produits de gommage, des pommades. Des produits de gommage fait maison. Hein? Oui, beaucoup l'utilisent dans la cosmétique. Ceux qui sont dans le domaine de la cosmétique, que ce soit au Bénin et ailleurs. Et ceci peut servir à quoi? Ça s'utilise généralement pour la déco. La déco. Pour la déco. Mais il y en a aussi qui l'utilisent pour y mettre des bougies, pour couler des bougies dedans. Ah oui, ce serait intéressant. Oui, nous avons des partenaires qui coulent des bougies dans nos bols et qui les revendent. Et ça, on peut y mettre de la sauce. C'est une saucière, oui. Fais voir, la dernière... Tu permets? Allez, la toute dernière innovation de Fan Coco. Oui, elle est belle. Et puis, voilà. On peut y mettre... C'est à l'ancienne. Hein. Ouais. À l'ancienne, on va le dire ainsi. Dans le Moyen-Âge, on voyait ça. Oui, c'est vrai que je n'ai pas hésité dans le Moyen-Âge, mais au travers des films moyenâgeux, des films qui portent sur la vie médiévale, oui, on a pu découvrir même ce genre de verre, sinon ce genre de récipients, c'est des trucs qui existaient déjà. Hein. Comme on le dit, avant, par le passé, on mangeait dans les calebasses. Et lorsque, surtout, le roi mangeait, on l'a enseigné, on dit enfant, et le canois. Donc, il est en train de célébrer la calebasse. Voilà. Donc, aujourd'hui, et maintenant, on fait quoi? On célèbre les coques de noix de coco. Monsieur Chérif Akedjo, merci. Merci d'être passé sur le rendez-vous du midi. Merci. Allez, on vous souhaite du courage et plein succès dans votre entreprise. Oui, dit comme merci ça. beaucoup. Mylène, tu veux lui dire quelque chose? Oui, moi je veux bien savoir si les Béninois sont vraiment intéressés par ça. Est-ce que les Béninois se sentent intéressés? Oui. Ou c'est plus la cible étrangère? Les Béninois sont très intéressés. Malgré le prix, les prix de nos produits, les Béninois sont très intéressés par ce que nous faisons. Allez, merci donc. J'espère repartir avec celui-ci, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est aussi généreux, hein, Chérif Akedjo. Merci d'être... Mon choix sera plusieurs. Hein. Je vais choisir plusieurs choses à la fois. Il va falloir débourser. Il va falloir débourser. Pour ça. Oui, pour ça. Il faut accompagner aussi le promoteur, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Allez, merci. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. C'est moi. Du courage et plein succès dans votre entreprise. Merci beaucoup. Merci à toi, Aimant. Tout le plaisir était pour moi. Alors, vous restez avec nous pour découvrir encore assez de choses. Alors, hier, dans Référence, nous avons appris une technique pour pasteuriser de la tomate ce midi. Ce sont des scientifiques qui nous proposent des résultats de recherche pour conserver de la tomate. On suit avec Marcel une de ces techniques, une de ces solutions.
On la retrouve sur les étals de marché et dans nombreuses de nos assiettes. Ses couleurs et sa saveur la différencient des autres fruits et légumes et son apport nutritionnel sur notre organisme en fait l'un des aliments les plus consommés dans nos sociétés. Déclinable sous toutes les formes, la tomate s'accommode à de nombreuses préparations. Crue ou cuite, les différentes variétés qui existent permettent d'en consommer toute l'année. Toutefois, elle est assez fragile et sa conservation pose souvent un problème. Mais les chercheurs de l'Institut national de la recherche agricole du Bénin ont déjà proposé des solutions que nous allons découvrir avec vous, Dr Paul Oussou. Bonjour, merci de vous présenter à nos téléspectateurs. Merci, cher ami journaliste. On m'appelle Paul Oussou, je suis chercheur à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, et précisément au niveau du programme technologie agricole et alimentaire. Je suis spécialiste en sciences alimentaires et procédés. Très bien. Rappelez-nous l'importance de la tomate pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci bien, monsieur le journaliste. La tomate est une denrée très importante pour la population béninoise, aussi bien pour la population de la sous-région et aussi toute la population mondiale. Pour ce qui nous concerne au Bénin, vous le saviez très bien, il y a la tomate dans tous nos plats de résistance, c'est accompagné d'une sauce. Aussi bien au déjeuner qu'en dîner. Donc ça veut dire que la tomate est consommée tous les jours quotidiennement, au moins 2 fois, dans une sauce qui accompagne un plat de résistance. Ça veut dire que cette denrée est consommée tous les jours par les populations. D'où son importance de la cultiver et de rendre ça disponible aux populations. Et son importance nutritionnelle, c'est une denrée qui contient des vitamines et des sels minéraux. Des vitamines et des sels minéraux qui apportent la santé aux consommateurs, en termes de sels minéraux et des oligo-éléments, le fer, le zinc, le potassium. Et aussi des vitamines comme la vitamine C, les vitamines de groupe B, il y a B5, B9 et B1 aussi. Donc ce sont des vitamines qui quand même renforcent la santé du consommateur. Donc, voilà. Le Bénin produit pas mal de tomates par an, mais pourquoi est-ce qu'il accepte encore d'en importer? Très bien, monsieur le journaliste. La culture de tomates, comme vous le savez très bien, est une culture saisonnière. Pendant la période pluvieuse, il y a beaucoup de production. Il faut dire au passage que la plupart de nos producteurs font une culture pluviale. Et c'est pendant la période de pluie qu'ils disposent suffisamment de l'eau pour pouvoir produire. Rares sont les gens qui font une culture irriguée. Si bien que pendant la période de production, étant donné que la tomate est une denrée très périssable, c'est-à-dire gorgée d'eau, au cours de la production, on a suffisamment de tomates. Et les producteurs n'arrivent pas à tout écouler. Et comme c'est une denrée périssable, 1 mois au plus, 1 mois et demi au plus, ça commence par se détériorer, ça commence par pourrir. Et cela représente une grande perte. Et c'est pendant cette période-là que toute la population a de la tomate bon marché. Mais 1 mois et demi après, cette tomate se ravit parce que tout est pourri, tout est gâté. Parce que les producteurs, nos artisans, nos transformateurs ne maîtrisent pas les différents procédés de valorisation, de transformation de cette tomate, de manière à garder cette tomate pendant tout le long de l'année. Donc, pendant la période de culture où on a l'abondance ici, on a suffisamment de tomates. On peut même, il y a certains producteurs qui peuvent encore envoyer ça, qui peuvent exporter ça vers le Nigeria. Et maintenant, pendant les périodes où on traverse la saison sèche, où il n'y a pas de pluie, certainement dans les autres pays comme le Burkina, le Togo, et le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso, pendant ce moment-là, c'est peut-être la saison pluvieuse là-bas, d'où ils produisent. Et s'ils produisent là-bas, ils envoient ça au Bénin. Donc c'est à cause de ça qu'on constate qu'il y a importation de la tomate des autres pays vers le Bénin. Est-ce que vous voyez? Donc pendant ce moment où il y a pénurie ici, c'est que dans les autres pays, il y a peut-être la saison de pluie, ils ont de tomates en abondance et ça vient vite. Donc c'est un mouvement dans les deux sens. Au même moment, pendant nous en avons ici à foison, on consomme beaucoup de qualité pourries et on peut envoyer un peu vers le Nigeria. Et pendant que nous n'en avons pas ici, dans les autres pays où il y a l'abondance, ils importent
on en importe. Donc ça va dans les deux sens. Est-ce que vous voyez? Quelle solution proposez-vous pour conserver le plus longtemps possible la tomate et quel est l'apport de la recherche par rapport au développement de cette filière? Il y a 3 types de solutions applicables dans le contexte béninois. Il y en a beaucoup, mais il y a 3 types principalement. Il y a la tomate, la purée de tomate. C'est une technologie de la grand-mère, mais sur laquelle la recherche a travaillé pour améliorer cette technologie de grand-mère. Il y a la technologie de conservation de tomates dans les solutions de saumure. C'est une solution isotonique un peu salée. On peut conserver la tomate fruit sous cette forme, qui peut durer aussi plus d'1 an. Ah bon? Bien sûr. La tomate fruit, hein? La tomate fruit. Non écrasée. Non écrasée. On peut conserver ça dans cette solution pendant plus d'1 an. Et il y a la 3e technologie, la technologie de séchage. On peut couper les tomates en lambeaux, en lamelles, qu'on peut sécher. Et une fois séchées, ces tomates, on peut les conserver pendant plus d'1 an. Pendant plus d'1 an. Donc, c'est les 3 technologies accessibles, adaptables à nos conditions ici, qu'on peut transférer aux utilisateurs. Et si ces utilisateurs maîtrisent ces 3 technologies, je crois qu'ils peuvent diminuer considérablement les pertes post-récolte. Herman, la tomate que tu conserves facilement chez toi à la maison grâce à cette technique? Oui, je crois que c'est une belle pioche pour nous parce que la tomate, vous le savez, en temps d'abondance, c'est qu'on en a suffisamment. Oui. On en a suffisamment. Mais en temps de pénurie aussi, c'est que autant on en a abondance à des périodes données, autant on en manque quand il y a pénurie. On peut vous vendre 2-3 tomates à 500 francs, à 1000 francs. Donc, quelque part, c'est que lorsqu'on vous apprend cette technique de conservation, de la tomate en période d'abondance, vous pouvez faire le plein comme ça, un peu comme on le fait quand avec les greniers, vous y mettez vos vivres et donc en période de soudure, vous allez ouvrir le grenier pour en faire sortir donc, quelques vivres. Donc c'est cela, la conservation de la tomate. Chérif Dine Akedjou ne me dira certainement pas le contraire. C'est vrai qu'il est plus inspiré quand il s'agit de travailler la noix de coco, mais il sera d'accord avec moi que voilà, la conservation de la tomate permettrait de gérer les périodes de soudure, sinon les périodes où nous sommes vraiment en manque, de ouais. Tomates. Forcément parce que il faut aller à la conservation parce que nous avons, lorsque vous allez un peu à l'intérieur du pays, vous constaterez que il y a des paniers de tomates qui sont régulièrement jetés par des bonnes dames qui viennent au marché, qui ne trouvent pas preneur et qui sont obligés de les jeter pour ne pas avoir à les transporter encore à la maison. En ouvrant le panier à un prix vraiment forfaitaire, dérisoire à la limite. C'est important de conserver. La conservation elle est très importante aujourd'hui pour que dans les périodes de soudure, qu'on puisse avoir de la tomate à en consommer. C'est un peu dommage ce que nous vivons. C'est un peu dommage ce que nous vivons parce qu'on a de la tomate en abondance. Quand jette en période d'abondance, mais en période de soudure, la tomate, ça coûte très cher, ça vient même de l'extérieur. Donc c'est un peu dommage. Et dire que c'est une denrée qu'on utilise très souvent et on en a très souvent à la maison. Est-ce que vous n'avez pas justement pensé à ça, concevoir pour nous de ces récipients qui peuvent contenir de la tomate pasteurisée? C'est possible. Ça donne des idées. On peut en utiliser oui, pour la conserver de la tomate pasteurisée, c'est possible. Mais tout de suite, la tomate séchée, oui. Mais la tomate pasteurisée, on va encore, il y a peut-être des précautions à encore prendre au niveau des bols pour que cela puisse garder. La tomate pasteurisée. Pour que ça ne se gâte mais pas. La tomate séchée, oui, on peut déjà la conserver dans ce genre de bol. Et je crois qu'il faut vulgariser aussi cette technique auprès de ces dames, parce que ce sont les dames de l'intérieur du pays, voilà, qui sont les premières concernées par cette situation. C'est vrai que quand ça vient dans le bol du consommateur, le consommateur aussi doit prévoir les périodes de soudure en conservant sa tomate. Mais la perte est beaucoup plus au niveau de ces dames-là qui sont obligées à des moments donnés de jeter des paniers entiers de tomates parce que voilà, elles n'ont pas pu vendre ça au marché. Donc ce sont des pertes à gagner et donc des manques à gagner, pardon.
si on vulgarise ces techniques de conservation de la tomate, je crois que ça leur ferait abondamment de bien. Plutôt que de jeter, elles seront non seulement dans la commercialisation, mais aussi dans la conservation. Donc, elles vendent la tomate fruit et également la tomate pasteurisée. C'est un manque à gagner. Ça, elles peuvent aussi s'associer, se mettre en coopérative, pourquoi pas. Et ça se fait déjà. Ça existe déjà. Ouais. Donc, il faut encore plus vulgariser ces techniques. Les chercheurs de l'INRAB ont tout intérêt à vulgariser ces techniques pour que les femmes soient encore plus armées pour essayer de conserver cette tomate-là qui est quand même un aliment très, très important dans la gastronomie béninoise. Et il faut mentionner que ce n'est pas qu'une seule technique, c'est 3 techniques que Marcel a trouvées pour nous, trois solutions pour conserver nos tomates à la maison. Le vendredi prochain déjà, on aura une autre technique. Le vendredi d'après, on aura une autre et puis on verra laquelle sera plus facile, pourquoi pas, plus pourquoi pas, ce sera intéressant de toute façon. On dit merci à Marcel aussi. Oui, tout à fait. Alors, on parle mode, on parle ceinture, hommes et femmes. Les ceintures, tu en mets? Oui, j'en mets souvent, même quand la tenue ne me lâche pas fondamentalement, le pantalon ne me lâche pas fondamentalement, c'est systématique. En fait, j'en suis habitué, donc c'est systématique. Quand je mets un pantalon, je mets la ceinture forcément. Ah oui, Marcel plutôt nous dit que non, il y a des occasions pour mettre des ceintures, mais pas une ceinture n'importe comment. J'attends de voir, j'attends de voir. Alors on reçoit Marcel. Bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers amis téléspectateurs. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et chez vous? Très bien. Alors tu nous emmènes ce midi dans l'univers des ceintures, que ce soit pour hommes et pour femmes aussi. Oui, bien sûr, les deux sexes confondus. Eh bien, il faut déjà dire que la ceinture est un peu l'accessoire de mode oublié du style. Elle est souvent importante quand nous nous habillons et il faut aussi dire que la ceinture permet de sculpter votre silhouette quand vous la mettez. Mais généralement, nous ne valorisons pas cet accessoire de mode. Et aujourd'hui, sur la rubrique mode, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'il faut porter la ceinture, quand porter la ceinture et surtout où aller avec la ceinture. Et j'ai sur ce plateau Madame Nayal Lawson, elle est styliste, habilleur, conseil. Bonjour. Madame Marcel, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous pour parler des ceintures. Et vous avez valorisé assez bien la ceinture en mettant votre ceinture. Vous pouvez nous parler déjà un peu de ce que vous avez mis là? Ok, j'ai porté une ceinture en cuir et à grande boucle, comme vous pouvez le constater. Mon allié mode, c'est la ceinture. Ah, d'accord. Je ne m'en passe presque jamais. D'accord. Alors, donc, vous êtes bien placé pour nous parler de la ceinture. Dites-nous déjà les différents types de ceintures que nous avons. Ok. Pour parler des différents types de ceintures, nous avons les ceintures larges, comme vous pouvez voir là. Oui. Nous avons, voilà, une ceinture large. Vous pouvez soulever un peu pour qu'on ait plus... voilà, ok. C'est une ceinture large. Celle-ci aussi, elle est large? Cette ceinture-là est extra large. Extra large? Oui. D'accord. Nous avons les ceintures fines, comme ce qui est devant vous là. Ici. Celle-ci également, elle est au même moment fine. D'accord. Mais c'est une ceinture en chaîne également. Ça, c'est que pour les femmes, hein? Que pour les femmes. D'accord, ok. Nous avons les ceintures à nouer. Oui. Je n'en ai pas apporté. J'en ai dans les images, sûrement qu'on va nous les envoyer. Oui. Alors, nous avons les ceintures en tissu. En tissu. Bien sûr. Mais là, déjà, nous entrons dans les qualités, les différentes qualités de ceinture. Et si vous le permettez, je fais juste le pont. Pour les différentes qualités de ceinture, nous en avons en tissu, nous en avons en métal, nous en avons en cuir, comme vous le voyez ici, nous en avons en perles. Vous pouvez voir des perles. Parfois, c'est des ceintures exclusivement en pierre ou en perles. Et puis, nous avons les ceintures made
handmade. D'accord. Et chez les hommes, artisanal. on a quel type de ceinture chez les hommes? Oh, chez les hommes, c'est les ceintures classiques que nous Et vous connaissons. n'en avez pas amené, hein? Non. Dans les Ils ne seront images, pas oui. d'accord. Non. Dans les images, on a quelques... Ok. Oui. Chez les hommes, c'est carrément les ceintures classiques. D'accord. Couleur bleue, couleur marron, couleur noire pour le costume et le pantalon. Alors, quels sont les critères qui entrent dans le choix de sélection de la ceinture à mettre? Alors, cette question-là est primordiale parce que le tout ne suffit pas de mettre une ceinture pour la mettre. Il y a des étapes à suivre. Et avant d'aborder ces étapes, je dirais que le choix de la ceinture dépend de 2 critères fondamentaux. Lesquels? À savoir la morphologie et la tenue que vous voulez porter. D'accord. Mais avant, pour ce qui concerne les étapes, il faut choisir un modèle de boucle que vous aimez. Vous pouvez avoir la tendance des boucles à ardillon. Ça, c'est un ardillon, pour ne pas parler de dents. Peut-être double ardillon. Peut-être les ceintures à boucle automatique, réversible. Ça dépend de ce que vous aimez. C'est le premier critère. Le second critère, c'est de décider de la matière de la sangle. La sangle, c'est cette partie, la partie visible. D'accord. Il faut décider de la matière de la sangle de la ceinture et vous choisissez ensuite une couleur que vous appréciez et qui pourra s'associer à votre tenue. D'accord. Vérifiez que la taille de la ceinture vous va. C'est très important. Prêtez attention aux finitions parce que parfois, si la ceinture elle est en tissu, peut-être qu'elle est filochée, voilà, et pas finie. Essayez toujours votre ceinture avant le dernier jour du port. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la morphologie aussi, surtout la silhouette, qu'il faut choisir la ceinture qui va selon sa morphologie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous allons aborder 3 différentes silhouettes. Les petites silhouettes, les grandes silhouettes et les silhouettes pulpeuses. Alors, lorsque vous êtes d'une petite silhouette, optez simplement pour les ceintures fines. Comme celle-ci? Comme celle-là. D'accord. Lorsque vous êtes pulpeuse, mais de petite taille, optez pour une ceinture de taille moyenne. Ici? Ni large, ni petite. D'accord. Et lorsque vous êtes bien ronde, bien volumineuse, optez carrément pour les ceintures larges. C'est d'ailleurs le sens de votre ceinture, n'est-ce pas? On peut le dire. D'accord. Alors, dites-nous, quel type de ceinture porter sur quelle tenue? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, tout le monde porte des ceintures, certes, mais est-ce que ce sont les ceintures adaptées réellement pour ces genres de tenues? Nous n'en savons rien. Donc, quel type de tenue porter sur quelle tenue? En matière de port de ceinture, je pourrais dire tout de suite qu'il n'y a pas de règle standard. Okay. Il n'y a que des pistes. Parce que ça dépend de l'effet que vous voulez. Peut-être que j'ai envie de... qu'à première vue, on remarque ma ceinture, c'est ce que j'ai fait. Peut-être que vous avez juste d'apporter un peps à votre tenue. Ça dépend. Et donc, pour ce qui est de la ceinture qui va pour telle ou telle tenue, ça dépend déjà de la tenue. Alors, les petites ceintures, comme ce que vous avez devant vous, vont souvent bien avec les jupes et pantalons taille haute. Ça va également pour les petites robes, les robes courtes, pour personnes de petites silhouettes. Nous avons les robes longues qui vont avec aussi bien que les ceintures fines, que les ceintures larges, mais très souvent avec les ceintures larges parce que les robes, elles sont déjà longues. Alors, lorsque c'est un haut, ça dépend du type de votre haut. Une ceinture fine peut aller avec un haut, ça dépend. Un haut peut aller également, ou bien une ceinture large peut aller également avec un haut. Ça dépend toujours. Alors, on a tendance à croire que vous aimez beaucoup plus les ceintures chez les femmes. Les hommes aussi sont intéressés quand même par le choix de la ceinture. Les hommes peuvent choisir quoi sur leur pantalon? Tout à fait. Comme j'avais eu à le dire au départ, les hommes sont toujours restés dans le modèle classique. Puisque la plupart du temps, c'est seulement sur le pantalon qu'ils mettent leur ceinture. Voilà. Donc, pour le choix de la ceinture chez l'homme, je crois que les standards sont toujours ce qu'ils sont dès le commencement. Mais les 2 couleurs chez les hommes, c'est souvent le noir et le marron.
Aujourd'hui, avec l'évolution, avec la mode, certains hommes ont pu quand même trouver qu'il faut... Ils ont commencé à faire... Oser dans la couleur. Voilà, oser dans la couleur. Et à la sortie avec leur paire de chaussures. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il faut forcément assortir sa ceinture avec un accessoire de, je ne sais pas, de mode déjà porté ou bien... Comment est-ce qu'il faut porter la ceinture? Très bien. Très souvent, oui. Il faut l'associer soit avec votre sac, soit à votre paire de chaussures, soit à vos boucles d'oreilles, à votre montre, à un bijou, oui, cela est bien faisable. Parfois même à votre vernis à ongles. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on peut choisir de dépareiller. Dépareiller pour dire que votre ceinture peut ne rien avoir avec aussi bien votre tenue que vos bijoux, que vos autres accessoires de mode. Et pour finir, dites-nous, est-ce qu'en matière de ceinture, il faut beaucoup investir? Comment reconnaître la bonne qualité de sa ceinture? Très bien. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup, à moins que ce soit des ceintures de marque. Des ceintures de marque. Il y en a dans plusieurs marques que vous connaissez, Gucci. On ne va pas citer des noms ici pour ne pas inviter la direction des relations publiques. Quand c'est des ceintures de marque, il n'y a rien à faire, vous allez investir. Mais si c'est pour le choix du port ordinaire de vos ceintures, il suffit de miser sur la matière que vous voulez. Il y en a qui sont pro-cuit. Moi, je suis toute matière confondue. Il y en a qui sont exclusivement plastique. Il y en a qui sont peut-être art, perles, ça dépend. Donc, c'est le premier facteur. Le second, c'est en fonction de votre silhouette. Si vous êtes de taille silhouette grande, optez seulement pour les ceintures de grande taille. Vous pouvez avoir quelques deux ceintures fines dans votre garde-robe. Alors, parlons des hommes. Il y a des hommes qui aiment les ceintures à boucles. Et ils ont tendance à changer d'ailleurs les boucles. Quand ils piquent, bien sûr. Très bien. C'est aussi un style. C'est le style des hommes, je dirais. Parce que la ceinture des hommes, à 90% porte des boucles. Ce n'est pas chez nous, les femmes, où il peut y avoir modification. Chez eux, très souvent, c'est des boucles. Et ils exhibent souvent lorsque c'est des ceintures de marque. C'est ce que je venais de vous dire. Il faut mettre cela en relief pour que tout le monde sache que ça, c'est une ceinture de marque. Sinon, dans la plupart du temps, c'est sobre. D'accord. Merci beaucoup. Mais il faut également noter qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ceintures qui sont confectionnées avec nos tissus imprimés, beaucoup d'objets je vais dire, des pailles. On essaie de réaliser ces ceintures aussi et on peut les porter également. Si, c'est la tendance. On parle simplement d'habillage. Sinon, c'est des ceintures comme celles que vous avez devant vous, que nos artisanes ou bien nos artisans habillent avec du wax. C'est vrai que ça fait chic, ça sort de l'ordinaire et c'est carrément l'Afrique, ça. Et j'avoue que beaucoup d'Européens ont dû importer, chercher ça fait beau. Merci beaucoup à vous, Madame Naya Laousson. Je rappelle que vous êtes styliste, habilleur, conseil. On a essayé de faire une immersion dans le monde de la ceinture aujourd'hui. On espère bien que nos chers amis téléspectateurs ont noté les différents aspects qu'il faut prendre en compte pour choisir sa ceinture. Mylène, merci. Merci à toi. Alors, c'est vendredi, le début du week-end. On voyage avec Bruno Soali. Bruno Soali, bonjour. Bonjour Mylène, je salue les téléspectateurs. Bonjour Herman. Herman qui est à nouveau avec nous, qui veut bien voyager. Oui, il aime bien les voyages. Oui, il aime bien les voyages. Il a quelques expériences quand même. Donc on va où ce midi? Oui, je vous amène ce midi entre Malanville, Kalale, Gogounou, Kandi et même un peu le Nigeria. Tu veux me vendre, hein? Non, pas du tout. On va à Segbana. Segbana, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Voilà, on est en plein cœur là, donc du département de la Liborie, une ville assez singulière qui a une belle histoire, vous le savez certainement, à cause de ce qu'elle a constitué pour le pays par le passé. Certains en ont gardé de bons comme de mauvais souvenirs. Mais ça reste Segbana. Segbana, c'est Segbana. Donc, on va partir découvrir rapidement cette ville à travers cet élément et on va revenir juste après pour les détails sur cette belle ville de Segbana. Ok, bougez.
Situé entre 10 degrés 32 et 11 degrés 23 de latitude nord d'une part, 3 degrés 8 et 3 degrés 50 de longitude est d'autre part, la commune de Segbana, qui se trouve dans le département de la Liborie, est limitée au nord par la commune de Malanville, au sud par la commune de Kalale, à l'est par la République fédérale du Nigeria, à l'ouest par les communes de Kandi et de Gogunu. Segbana est subdivisée en 5 arrondissements, dont un urbain. Elle compte 5 quartiers de ville et 25 villages. Cette région a une superficie de 4700 km², soit 17,9% de la Liborie et 4,17% de la superficie du Bénin. Le climat de Segbana est de type nord-soudanien, caractérisé par une saison de pluie allant du mois de mai au mois d'octobre et une saison sèche allant d'octobre à mai. Avec une altitude moyenne de 250 mètres, le relief de Segbana est celui d'un plateau de grès, d'argile, de crétacé, le tout s'inclinant légèrement vers la plaine alluviale du fleuve Niger. Les sols les plus répandus à Segbana sont ceux de grès, d'argile, de crétacé, qui sont des sols généralement aptes à l'agriculture, et ceux du socle granito-gneissique qui sont moins aptes à l'agriculture. On rencontre des sols caillouteux dans les régions de Saint-Ouen, Kouté, Barana, Morou et Bessaré. Pour l'ensemble, ces sols sont des sols ferrugineux, plus ou moins drainés selon les zones écologiques. Le fleuve Sota, qui est la frontière naturelle entre Kandi et Segbana, reçoit les affluents provenant du territoire de la commune de Segbana. On distingue de nombreuses sources, mares, marigots et étangs tels que Tumbu, Tamasori, Koro, Wetena, Wara, Soa, Pepia, Nyara, Swamu, Kapana, Kena, Oblena. Cette hydrographie est très favorable au développement de la pêche, des cultures maraîchères. La végétation est celle de la savane arbustive et herbeuse dominée par les karités, nérés et baobabs qui favorisent la biodiversité. La commune de Segbana est constituée de 5 arrondissements, 1 en milieu urbain et 4 en milieu rural. Les principaux groupes ethniques qui partagent le territoire de la commune sont les Bo, plus de 75% de la population. Ils seraient de Boussa au Nigeria entre le XIIe et le XIVe siècle. Ils cohabitent avec les Peuls, les Dendi, les Yoruba et apparentés, et autres ethnies comme les Haoussa, Batambu et Fon. À Segbana, 81,8% de la population est musulmane. L'exploitation traditionnelle du fer fait partie du savoir autochtone des Bo. Dans la commune de Segbana, la disponibilité de terres cultivables ne constitue pas une contrainte majeure. L'occupation des terres est gratuite et sans contrepartie. Les principales spéculations pratiquées sont le coton et l'arachide pour les cultures industrielles, le maïs, le mil, l'igname, le niébé, le sorgho et le manioc pour les cultures vivrières. La culture maraîchère est actuellement à l'étape embryonnaire. Les espèces élevées sont bovins, ovins, caprins, porcins, arsins, équins, camelines et volailles. La pêche n'est pas développée dans la commune de Segbana. Au niveau de la Sota, les Nigériens pratiquent la pêche non contrôlée. Dans les retenues d'eau et les mares, les villageois pratiquent une pêche saisonnière avec des techniques non appropriées. La chasse n'est pas du tout organisée dans la commune. Les activités du tourisme et d'hôtellerie sont très marginalisées dans la localité. Il existe néanmoins des sites non aménagés comme Maïmouna à Libantais, les hauts fourneaux de Kambara et les murailles de Morou à Lougou. Nous disons Angoudaou à toute la communauté Bo du Bénin et de la diaspora.
voilà la belle musique qui vient accompagner les images venant tout droit de la commune de Segbana. Oui, Segbana, il faut dire que c'est une commune assez intéressante parce que c'est vrai que les sites touristiques sont, je dirais, peu valorisés, pour dire ça comme ça, parce qu'ils sont très peu fréquentés. Donc, il y a aussi une grosse réhabilitation à faire au niveau de ces sites touristiques. C'est vrai que l'élément en a parlé. Il y a la forêt classée. Il y a également la muraille de pierre qui se trouve à Monroe. C'est plus précisément à Lougou. Il y a également les hauts fourneaux de Kambara. Mais c'est des sites touristiques qui sont, comme je le disais, très peu fréquentés parce qu'il y a une réhabilitation à faire. C'est-à-dire que les gens n'ont même presque plus l'impression que c'est des sites touristiques véritablement parce que ce n'est pas du tout viabilisé. Donc, il y a, du point de vue touristique, ce n'est pas une ville qui attire grand monde parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de sites touristiques attrayants, travaillés et tout ça. Donc, il y a ce gros travail-là que je crois le conseil communal parce que ce n'est pas, chaque fois, moi j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas tout qu'il faut mettre sur la tête de l'État et attendre l'État. Je crois que c'est quelque chose que le conseil communal de Segbana peut d'abord chercher à résoudre parce que les premiers bénéficiaires, c'est d'abord la commune avant que ce soit l'État. Voilà, donc quand on vient à Segbana pour visiter, c'est d'abord une fierté pour les habitants et les autorités locales avant l'État central. Donc en dehors de ça, il faut dire par contre que c'est une ville qui est assez impressionnante de par sa capacité à produire. Donc, les populations s'investissent beaucoup dans l'agriculture. L'élément là, largement souligné. On produit également du coton là-bas. Donc, c'est une grosse culture de rente là-bas. C'est aussi impressionnant. L'élevage aussi, il y a l'élevage qui est une grosse activité du côté de Segbana parce que quand on prenait les populations du point de vue ethnique, il y a déjà l'ethnie Bo qui domine à 75%. Après, vous avez les Peuls qui constituent 17% de la population de cette commune à 5 arrondissements. Et donc, voilà, 17% de Peuls. On sait que les Peuls sont beaucoup plus des bergers naturellement. Hein, c'est cela. Donc, ils pratiquent beaucoup l'élevage dans cette commune-là. Et comme je l'ai dit, on garde aussi un peu d'histoire de cette ville-là qui, à un moment donné, a constitué, je dirais, le véritable pôle d'incarcération de prisonniers politiques, on va dire ça comme ça, par sa célèbre prison. Donc, c'est par ça d'ailleurs que beaucoup identifient. On reconnaît Segbana parce que c'est notre goulag. Hein, c'est le goulag à la sauce béninoise, goulag qui fait penser donc à ce camp de concentration de l'Union soviétique, de l'ex-URSS. Donc, nous, notre façon, le goulag à notre façon, c'était Segbana. Donc, quand vous apprenez que quelqu'un allait à Segbana, vous faites déjà une idée de ce qu'il a pu, ce qu'il a pu endurer. Et c'est pas ça, beaucoup de personnes ont connu cette région-là de notre pays. Mais en dehors de ça, la ville présente aussi, je dirais, des atouts de par sa proximité avec le Nigeria, donc, et des fleuves. Il y a aussi le fleuve Sota donc, qui arrose la ville de Segbana. Donc il y a pas mal de cours d'eau qui arrosent. C'est un peu un contraste qu'on constate que ce n'est pas une ville où les gens s'investissent dans la pêche. Donc il y a très peu d'activités liées à la pêche qui soient pratiquées là-bas. Les gens sont beaucoup plus dans l'agriculture et dans l'élevage. Et le commerce? Le commerce aussi, à cause de la proximité avec le Nigeria. Oui, donc en raison de la proximité. Mais souvent, ça dépend des ethnies en fait. Vous savez, les ethnies sont beaucoup plus souvent penchées, ont souvent un penchant pour des activités données. Donc je l'ai dit, les Peuls, c'est des éleveurs naturellement, donc vous leur confiez des bœufs, tout ce qui est caprin, ils vont le faire. Donc c'est ça. Les Beaux, c'est des gens qui aiment beaucoup l'agriculture et donc c'est une commune qui fait son petit bonhomme de chemin, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail à faire autour des sites touristiques. Et rien que pour l'histoire, ça vaut le coup d'aller connaître Segbana? Oui, ne serait-ce que pour aller voir notre goulag. Notre chère prison de Segbana. Pourquoi pas? Oui, important. Parce que vous savez, ailleurs, c'est des sites en fait qui sont préservés. Parce que de toute façon, ça a marqué quand même une grande période de notre histoire politique, socio-politique.
qu'il soit politique ou social, ça a quand même marqué une période assez longue. Et donc, ne serait-ce que pour l'histoire, ne serait-ce que pour la connaissance, pour la culture générale, c'est quelque chose qu'il faut aller voir, qu'il faut aller regarder. Lorsque les gens vont, c'est vrai, quand il y a eu la dislocation de l'URSS, mais beaucoup auraient allé souhaiter voir ce qu'on appelle le goulag. Donc, lorsque vous êtes béninois, vous dites, j'ai entendu parler de la prison de Sigmanan. Qu'est-ce que c'est, où c'est, comment ça se présente, comment est-ce que ça se présente. Surtout pour la jeune génération, parce qu'il y a eu, honnêtement, il y a eu un peu d'exagération dans ce que voilà, il y a eu un peu d'exagération, donc c'est important d'aller voir. Alors Bruno, merci. C'est moi. C'est vendredi déjà. Oui, c'est vendredi et c'est le week-end. Mais ne prenez pas le risque d'aller à Segbana le week-end. Vous ne serez pas là avant lundi. Ah non, moi je vais pas. C'est tellement loin. Non, je vais pas. Donc, rassurez-vous que vous êtes en congé là, vous avez assez de temps. Vendredi, pour dire que déjà demain c'est samedi matin, on se réveille tôt pour jardiner. Paraît-il que c'est conseillé, c'est thérapeutique de jardiner déjà tôt le matin, avant le lever du soleil. Hein. Pour ceux qui ont un jardin, bien sûr. Oui, exactement, pour ceux qui ont un jardin. Et pour ceux qui en veulent, bien sûr. Bon, tu nous as appris, tu nous as présenté quelques fleurs, des fleurs qui peuvent rester à l'intérieur, des fleurs d'intérieur. Donc rien que même pour si ça, on est dans 2 mètres carrés, on peut avoir une fleur. Alors Rebecca, ce midi, nous guide, elle nous apprend comment jardiner. Dans un coin de terrasse, sur un balcon ou sur une grande surface, le jardinage vous permet de vous ressourcer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a décidé de tester pour vous le jardinage. Alors, comment avoir son jardin chez soi? Quels sont les plans qu'il faut mettre en terre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». Alors, pour le faire, nous sommes avec un aménagiste et tout de suite, on va le rejoindre pour qu'il réponde à nos questions. Mac Sewayi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes aménagiste et justement on est avec vous aujourd'hui pour parler du jardinage. Dites-nous déjà, quand on parle du jardinage, c'est quoi? Voilà. Le jardinage, c'est un thème. Il y a plusieurs sortes de jardins. Donc le lieu où on produit les fleurs, les plantes ornementales, on appelle le jardin. Est-ce que vous voyez? Le jardin et la manière de cultiver, on appelle ça horticulture. Alors, dans le cas précis où nous voulons inviter les téléspectateurs à avoir leur jardin eux-mêmes à la maison, c'est pour ça qu'on est là. Donc, on va apprendre à le faire. Déjà, pour avoir son jardin à la maison, on a besoin de quel plan? Voilà. Nous n'allons pas parler d'abord de plan. On va parler de la zone agricole. Parce que notre pays a 8 zones agricoles. Alors, pour les téléspectateurs, par exemple, qui sont dans les zones de Calavi et de Cotonou, quelle sorte de plants ils peuvent avoir chez eux? Et Cotonou, c'est zone numéro 1. Ça, c'est encore avec la mer. Ces plantes-là, on peut les appeler Saintonia, comme Saintonia. On peut avoir des exemplaires. Oui, Saintonia, c'est ça, Saintonia. Dans la zone numéro 1, on peut mettre Saintonia dans la maison. Dans la zone numéro 1 aussi, on peut mettre ce qu'on appelle hibiscus. Apporte-moi hibiscus. Un exemplaire de hibiscus. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, dans la zone numéro 1 aussi, on peut mettre ce qu'on appelle euphorbia. Euphorbia, épine de Christ. C'est ça qui est là. Oui, c'est épine de Christ. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, et dans la zone numéro 2, comme Caravier consort, on peut amener ce qu'on appelle Isora. Vous pouvez déposer ça parce que... Isora. Il y a un Isora ici, non? Isora, porte-moi Isora. Isora. Donc Isora un peu... Isora nain. C'est Isora ça? Oui, on nous a parlé des plants, on nous a parlé des différents types de plants, oui. Mais il faut aussi qu'on apprenne à mettre ces plants-là en terre, qu'on apprenne à faire un petit jardin chez soi. Et c'est justement pour ça qu'on est aussi là. Est-ce que c'est possible? C'est possible.
Vous avez entendu. Il faut suivre les conseils de l'aménagiste. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Alors, Rebecca a planté des fleurs pour nous. Hermone, Bruno, des fleurs chez vous, ça vous dit? Bon, jardinière à l'occasion, enfin, elle a eu le temps de découvrir. Et je rappelle qu'au détour de ce tournage, Rebecca est devenue jardinière. Elle avait les étoiles. Elle avait les étoiles dans les yeux. Elle m'a raconté comment elle a planté les fleurs chez elle, comment elle en prend soin tous les matins, comment même en pleine nuit elle se réveille pour voir si les fleurs sont toujours en vie. Donc je me suis dit, mais là, Rebecca, elle a élevé le niveau, quoi. Elle est devenue une vraie passionnée. Elle est devenue une vraie passionnée. Oui, bon, en tout cas, le temps d'un de... tournage, on lui a vraiment insufflé l'amour pour la terre, pourquoi pas déjà, enfin l'amour pour les fleurs, pourquoi pas ça va se traduire en amour pour la terre, sait-on jamais. Il y a de quoi aimer les fleurs, il y a de quoi aimer les plantes, parce qu'on sait, bon, surtout si on sait tout ce que ça nous rapporte, tout ce que ça nous apprend, bien sûr. Ça t'apprend la patience, parce que quand tu plantes une fleur, il faut que tu aies le temps d'attendre vraiment que ça atteigne le niveau qu'il faut. Tu oui, vois. ça et nous apprend. à l'arroser chaque matin, chaque jour à la limite. Bien sûr, vous savez déjà au-delà de ce que ça présente comme vertu, au-delà de ce que ça peut nous apporter donc, dans notre quotidien, je crois à jardiner de temps à autre, arroser les fleurs, les suivre, faire tout ce qu'il faut pour que la plante grandisse. Je crois que ça nous apporte une certaine stabilité mentale et morale. Le temps de jardiner, vous prenez par exemple un samedi 1 heure pour jardiner chez vous, en tout cas si vous avez un potager ou si vous avez un petit jardin ou un espace vert chez vous. Ça vous libère l'esprit ça vous libère l'esprit pendant un moment. Ouais. Et je pense surtout qu'elle va tester pour nous le coloriage, parce que le coloriage aussi est très intéressant, clairement. Bon, je sais que c'est une de tes passions préférées, mais bon, tu iras tester ça toi-même. libère aussi l'esprit. Les fleurs, c'est passionnant. Vous l'avez dit, il faut être très patient parce que c'est pas simple. C'est surtout bien pour ceux qui ne pensent qu'à eux, parce qu'il faut apprendre à prendre soin d'une fleur. Oui, il faut apprendre. Penser à autrui, à la fleur. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment aimer, parce que quand vous imaginez que c'est un objet, donc il faut vraiment avoir de l'amour pour pouvoir arroser, suivre de près, suivre les recommandations. Sinon, en 2, 3, après une semaine, vous pouvez, si vous n'êtes pas passionné, vous vous retrouvez fatigué, vous abandonnez la fleur. Vous oubliez de l'arroser, de mettre au soleil. Vous dites, mais quelle est cette plante-là qui demande autant d'attention plus qu'un être humain. Donc franchement, merde alors. On fait merde alors et puis on passe à autre chose. Mais autre chose, c'est dommage que globalement, dans les manières de construire au Bénin, on n'offre pas, dans la plupart du temps, cette possibilité-là d'avoir un jardin chez soi. Voilà. Donc, surtout quand vous êtes en location, les maisons en location ne sont généralement pas construites pour vous donner cette possibilité, cette liberté-là. Est-ce que vous ayez un espace assez grand, où vous avez peut-être votre balcon, ou votre entrée personnelle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais dans des pots, parce que là encore... Bruno, tellement on a fonctionné sur dans ce schéma que des gens vous disent même, il y a un adage fond qui dit que le locataire n'a pas le droit de planter une fleur. Parce que là encore, c'est ce que j'allais dire, parce que là encore, il faut aller voir le propriétaire, est-ce que je peux. Donc c'est tellement compliqué. Donc c'est pas évident que bon nombre de Béninois nourrissent cette passion-là. Ça c'est vrai. Et vous allez vous essayer déjà, hein? Pourquoi pas? J'avoue que moi j'ai jamais essayé. Les fleurs du rendez-vous de midi, donc ah oui, c'est vrai, ce sont Bruno et moi on en prend soin. Très bien d'ailleurs. La preuve, les fleurs sont toujours en vie. Après combien de semaines? Oui, après plusieurs semaines. Félicitations à vous. S'il y en avait 10, on ne sait pas si que ça aurait donné. Mais c'est déjà un début. Oui. Alors, merci à Rebecca. Hermone, Bruno, on lui dit merci. La testeuse maison. La testeuse maison. On vous dit merci aussi pour l'attention. On a fini pour cette semaine. On n'oublie pas les gestes barrières. Hermone, il faut déjà faire quoi pour... Se laver les mains, aller au savon ou au gel désinfectant. Porter le masque partout. Partout où on est. Et tousser dans son coude, dans le creux du coude dès que l'envie nous prend, ou dans son torchon qu'on jette automatiquement. Et surtout, prenez soin de vous. Et surtout, plantez des fleurs. C'est important. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.